Bonjour Olivier. Bonjour Muriel. Vous êtes un collectionneur. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que je suis dans l'atelier d'Olivier Masmonteil qui est artiste et ça faisait longtemps que je rêvais de venir dans cet atelier et je suis pas déçue. Je suis son travail avec intérêt, donc pour les gens qui le connaissent pas, c'est très axé sur le paysage, l'horizon, la couleur. C'est réducteur, mais Olivier nous en dira peut-être un mot ensuite. Avec plaisir. Je suis très contente parce que c'est pas la première fois que j'interviewe un collectionneur, mais la collection d'Olivier, elle est riche d'échanges. En fait, elle est construite sur la base d'échanges principalement avec des pairs. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette approche de la collection, c'est que finalement, ça veut dire que la rencontre humaine prévaut à la rencontre avec l'œuvre. Et donc, c'est un peu différent d'autres collectionneurs. Et c'est à ce titre que je suis vraiment ravie qu'Olivier puisse nous décrire un peu comment ça a commencé. Et je vais lui passer la parole parce que quand même, cette collection, aujourd'hui, elle recèle pas moins de 250 œuvres. Donc, c'est pas une petite collection, c'est une très belle collection. Olivier, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? La première œuvre que j'ai achetée, j'avais 17 ans et c'était une lithographie de Paul Rebérol que j'étais allé acheter à la Galerie Lelon et j'avais économisé pour acheter. Alors la lithographie en plus c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que pour avoir interrogé beaucoup de collectionneurs, c'est souvent la première œuvre qu'ils achètent, c'est un multiple. Et depuis, je tiens à faire moi-même des multiples parce que pour moi, c'est une façon de faire rentrer des gens dans la collection et je crois beaucoup à la collection comme étant une façon de s'évader. Et comme je crois beaucoup à l'art aussi comme moyen d'évasion, surtout dans le contexte actuel, c'est presque un acte militant de vouloir pousser les gens à la collection, à s'intéresser à l'art, à quelque part assumer le désir de posséder une œuvre. Parce que pour moi une œuvre d'art c'est quelque chose qui agit aussi sur l'envie de posséder quelque chose, c'est une façon irrémédiable de vouloir une œuvre, de vouloir l'avoir avec soi. Et une image que je prends beaucoup c'est celle de la bibliothèque. Parce que dans une bibliothèque, il y a des livres dont on veut jamais se séparer, pas forcément parce qu'on veut les relire, mais parce qu'on veut les posséder, on veut les avoir. Et souvent, des gens disent « Ah oui, mais vous avez beaucoup d'œuvres, donc vous pouvez pas les accrocher tout en même temps. » Et je leur réponds « C'est comme votre bibliothèque, vous n'êtes pas en train de lire tous les livres en même temps, mais vous les avez. » Et donc, ça, c'était la genèse, la première œuvre. Et ensuite, tu deviens artiste, tu développes ton travail et tu as des rencontres qui amène à ces échanges. Exactement. Et un des premiers échanges, c'est avec Grégory Fausner. On se rencontre tout juste à la sortie des Beaux-Arts. On participe à notre première exposition collective et le courant passe bien. On déconne assez vite sur plein de choses. Et moi, j'aime beaucoup son travail. Il aime beaucoup le mien. Et on se propose assez spontanément de faire un échange. Et donc, c'est le tableau qui est juste derrière moi, le petit portrait qui fait partie dans les premières œuvres de ma collection. Donc moi, je lui avais fait un petit tableau avec un paysage et lui m'avait fait ce petit portrait que j'aime beaucoup. Je confirme, c'est un portrait même un peu intriguant. Exactement, on dirait le portrait d'un fou. Et là, je l'ai accroché entre Florence Aubrecht et Axel Pahlavi, parce qu'à l'époque, il partageait l'atelier avec Axel à la Villa Arson, et Florence est la compagne d'Axel Pahlavi. Donc, je trouvais sympa aussi de les réunir comme une sorte de triptyque, parce que les trois, c'est des portraits au format similaire, et je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble. Et est-ce que, puisque ce sont des rencontres, mais a posteriori, quand tu regardes ta collection, est-ce que tu arrives à quand même définir une forme de ligne directrice? Il y a une ligne qui est énormément axée sur la peinture, parce que je suis peintre et je rencontre beaucoup de peintres. Et c'est vrai que majoritairement, c'est une collection de peinture. Il y a aussi un peu de photos, parce que j'aime bien la photographie. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est surtout une collection qui est là pour m'accompagner, parce que là aujourd'hui on est dans mon atelier et il y a tout le mur qui est rempli, et c'est le mur
qui est face au mur auquel je travaille. Donc moi, quand je travaille, j'ai toutes ces œuvres de ces amis artistes et j'ai l'impression qu'ils me regardent en même temps que je peins et en même temps ils me soutiennent, ils me jugent. Donc ça permet de temps en temps de me retourner et de me dire tiens, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que je suis en train de faire un truc bien ou pas bien ? Donc c'est aussi une compagnie, cette collection. C'est une collection de rencontres. C'est une collection de rencontres et qui est toujours active parce que même s'il y a des œuvres que j'ai depuis 20 ans, le fait qu'elles soient dans l'atelier, je dialogue avec ces œuvres en même temps que je peins. Il y en a aussi chez toi ? Oui, j'en ai chez moi, alors les grands formats, ils sont stockés, mais chez moi, j'en ai, je dois en avoir une trentaine. Et j'ai l'impression que chez moi, c'est des œuvres plus intimes, c'est des histoires privées, c'est des œuvres que je montre peu ou que j'ai envie d'avoir vraiment pour moi. C'est des œuvres dont certains artistes ne savent pas que c'est moi qui les possède. Donc c'est aussi pour ça que je garde le secret. Donc c'est ça qui me plaît aussi, c'est de savoir que ces œuvres-là, elles ont un mystère. Il y a une partie qu'on peut voir dans l'atelier. D'ailleurs, l'accrochage est absolument fascinant parce que il est sur, 4-5 mètres de hauteur. Et puis, il y a une partie placard, disait Guitry, mais en fait, qui est un secret et j'adore cette idée. Ouais. Et là, c'est accroché un peu façon 19e, quoi. Oui, tout bord à bord, sans trop de cohérence. Alors, il y a une cohérence peut-être esthétique, où les formats s'emboîtent les uns avec les autres, les confrontations se font, et puis peut-être aussi un petit jeu chromatique dans l'accrochage à chaque fois. Mais il change tout le temps, en fait. Ah, il change tout le temps. Ouais. Alors, il y en a qui bougent pas trop, mais il y en a qui sont tantôt décrochés, puis j'en mets d'autres parce que il y a une partie qui est dans le storage et de temps en temps je me dis tiens, celle-là ça fait longtemps que je l'ai pas vue, donc je vais la chercher. Et puis comme dans l'atelier on est assez nombreux, on est une équipe de 5 personnes, de temps en temps aussi on choisit ensemble, on se dit tiens, moi je reverrai bien celui-là, et c'est un accrochage aussi collectif. Comment ça se passe, un échange ? Comment est-ce que deux artistes décident de s'échanger une œuvre ? Il y a une partie un peu touchante parce que souvent il y a une partie un peu timide au départ parce qu'on en a très envie et on sait pas si l'autre va accepter. Donc on commence un peu à tâtons en disant moi j'aime bien particulièrement cette série, j'aime bien particulièrement cette œuvre, j'aimerais bien en avoir une. Donc il y a une sorte de petite gêne. C'est un peu comme une rencontre amoureuse, quoi. On se dit tiens, j'aimerais bien un truc à toi, et donc tantôt l'un, tantôt l'autre commence à proposer, et puis ensuite ça se fait naturellement. La personne choisit un tableau, et puis des fois c'est des tableaux qu'on fait spécialement pour la personne aussi. Ah. Oui. Il y a aussi ça. Là, il y a encore plus de surprises. Ouais. J'adore parce que là, c'est vraiment parce que on a un attachement à une personne, à son travail, et on se laisse porter par la rencontre. Exactement. Donc là, dans les œuvres qui sont des œuvres où on s'était dit on va s'en faire chacune une. Il y a l'œuvre de Julien Benetton. Que j'aime beaucoup parce que c'est une histoire dans laquelle on s'est un peu échangé, et puis petit à petit l'idée de l'échange est venue dans un échange assez humoristique parce que moi c'était en 2007, j'étais en train de faire un tour du monde et on s'envoyait des mails, et la blague c'est que il me disait que moi j'étais James Bond et lui il était le Spectre, et à chaque nouvelle destination il me donnait un défi, donc notre échange de mails était assez drôle. Et à l'issue de mon tour du monde, il m'a dit je t'ai fait une peinture de toi pendant ce voyage, et moi je lui ai échangé avec une série de petits tableaux de ce tour du monde. Donc j'ai eu la chance de voir le tableau, et au dos du tableau il y a une dédicace du Spectre à James Bond. Donc c'est vrai que outre le fait que le tableau est un portrait d'Olivier, c'est très sympa. Et est-ce que tu peux nous partager, tu viens de nous en partager une, mais une rencontre forte, ou alors quelqu'un dont il t'a fallu du temps pour se familiariser avec son travail, avec son œuvre, parce que j'imagine que quand même tous ces échanges, ça se fait pas à la première. Non, ça se fait pas. Alors il y a aussi les œuvres qui m'ont été offertes, tout à fait à mes débuts.
Quand je suis sorti des Beaux-Arts, j'ai été régisseur dans un centre d'art, par exemple, et j'avais aidé Bernard Venet à faire les grandes équations en wall drawing, et en remerciement, il m'avait offert une équation. Donc ça, j'étais assez touché. De la même manière, quand j'ai commencé à exposer, j'étais à la galerie Suzanne Tarazieff, et moi, c'était mes débuts, et j'adorais travailler avec elle, mais pas seulement dans le fait qu'elle expose mes œuvres, mais je l'accompagnais dans les foires, je l'aidais pour les transports et tout ça, et notamment une fois, elle m'a dit, il y a Jean-Pierre Pincemin, il faut lui apporter un tableau, j'ai pas de transporteur, est-ce que tu peux y aller? Donc j'avais loué un camion, j'étais allé dans l'atelier de Jean-Pierre, et on avait pas mal discuté. Il m'avait offert une estampe. Donc voilà, il y a des histoires qui sont assez chouettes. Il y a un jour Gérard Garouste dans une réunion pour La Source qui était en train de crayonner. Je le regardais crayonner, et puis en fait je me suis aperçu qu'il faisait un portrait de moi. Donc je lui ai demandé à la fin si je pouvais récupérer le portrait, mais c'est un petit portrait comme on griffonne dans des réunions. Donc mais ça me rappelle ce passage à La Source et cet échange avec lui. Et plein de fois comme ça, c'est des petits papiers, c'est des cartes de vœux, c'est des petits mots qu'on s'envoie. Et moi, j'essaie de les encadrer. Il y a notamment Richard Di Rosa qui m'avait dédicacé un sous-boc. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça aussi qui sont des moments, des souvenirs. Et puis après, effectivement, il y a des œuvres qu'on attend longtemps, où on se dit je rêve d'avoir une peinture de telle ou telle personne. Notamment, il y avait Katia Bourdarel. Ça faisait des années que je voulais un tableau d'elle. Et un jour, elle fait une expo, et je trouve l'expo magnifique, et je me dis non mais je veux absolument ce tableau-là. Et là, pour le coup, j'ai pas fait un échange, mais je suis allé acheter l'œuvre. Et dans un premier temps, je lui ai pas dit. J'ai appelé sa galerie et je lui ai dit voilà, moi je voudrais telle œuvre. Et après, elle était très contente de savoir que c'était moi qui l'avais. Et toi, est-ce que tu te souviens d'une fois où soit tu as échangé, soit tu as offert une œuvre dans une circonstance peut-être très particulière ou très marquante ou... il y en a, hein. Il y a des échanges. Il y a des gens qui ont traversé ma vie et qui ont beaucoup compté. Et je me dis, cette personne, il faut qu'elle ait une œuvre de moi. Très récemment, il y a un collectionneur qui me suit depuis 20 ans et qui passe souvent à l'atelier. Et l'année dernière, pendant que j'étais vraiment dans ce moment de remise en question un peu difficile sur le travail, il avait passé une après-midi avec moi à discuter sur ce qu'il ressentait dans ma peinture, ce qu'il voyait. Et cet après-midi-là, je sais qu'elle a participé à une forme de déclic qui m'a permis de prendre la bonne direction. Et il est venu il y a 15 jours avec sa femme déjeuner à l'atelier, et je lui ai offert un petit triptyque de pastel, parce que je lui ai dit voilà, pour moi c'est important que tu aies cette œuvre parce que tu as été important dans ce moment-là, dans cet échange. En fait, j'avais cette question de savoir aussi quand est-ce qu'il t'arrive d'acheter, puisque au départ, quand on a parlé, tu m'as dit mais c'est des échanges, mais j'achète aussi. Alors tu viens de nous dire Katia Bourdarel, t'as raison, parce que elle était très belle l'œuvre. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres moments où il y avait même un artiste que tu connaissais pas et il fallait acheter l'œuvre? Est-ce que tu achètes des œuvres d'artistes que tu ne connais pas? Oui, plein. Si je pouvais, j'en achèterais tout le temps. Alors, c'est toujours un équilibre entre les moyens qu'on a et quand est-ce qu'on achète. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on est face à une exposition, face à une œuvre, et là, tout d'un coup, on se dit non, mais celle-là, je la veux. Donc on va voir la galerie, on commence à discuter, on a le prix et on se dit waouh, c'est un peu cher, mais j'ai vraiment envie de la voir. Donc on lui demande est-ce que cette œuvre est disponible. On espère secrètement qu'elle dise non, ça y est, elle est vendue. Donc comme ça, connais ça. Voilà, on élimine le problème, et puis en fait elle dit non, elle est disponible. Et là généralement on a un petit frisson, un petit moment on a une petite sueur froide, et généralement moi je suis quelqu'un qui se décide assez vite. Je réfléchis pas trop, parce que je me dis j'ai tellement eu de regrets d'œuvres que j'ai pas acheté,
que je me dis non, j'ai pas envie de regretter. Et puis ça reste que de l'argent. Tant pis. Enfin, je préfère la satisfaction d'avoir une œuvre à moi que de thésauriser sur une somme d'argent pour faire autre chose. J'ai pas envie d'avoir une grosse voiture, de basket X ou Y. Donc en fait, j'ai beaucoup plus de satisfaction dans un achat d'une œuvre d'art. Donc j'achète assez facilement, et dans les premiers temps, je parlais de Suzanne, comme je l'accompagnais beaucoup en foire, dès qu'elle me vendait un tableau, j'avais déjà repéré des tableaux que je voulais acheter dans la foire, donc généralement c'était assez, j'étais assez dépensier. Je me souviens notamment d'une très belle photo qu'elle avait de Boris Mikhailov, et elle était accrochée sur le stand, et je me disais si je vends la mienne, j'achète celle-là. Et en fait, au moment où j'ai vendu une pièce, je suis allé voir Suzanne et je dis moi j'achète celle-là. Et comme je l'avais beaucoup aidée dans l'organisation de la foire, elle m'a dit mais non, mais je te l'offre, ça me fait plaisir. Mais c'est une succession de jolies histoires. J'adore. J'espère que les gens qui nous écoutent adorent en aussi. fait, la collection, quand on discute, moi je discute beaucoup avec des collectionneurs sur leur collection, mais c'est toujours des histoires qui sont fascinantes. La plus belle histoire pour moi de l'histoire de l'art, elle est assez connue. C'est celle de Manet avec son collectionneur. Je sais pas si vous la connaissez, avec la botte d'asperges. Avec la botte d'asperges. Voilà. Ça c'est pour moi. Raconte-la. Moi je la connais, mais peut-être qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui la connaissent pas. Un jour, Manet, il a quelques soucis financiers, et puis il a un de ses collectionneurs qui décide de passer à l'atelier, et il prend un petit tableau qui est à Orsay d'ailleurs, qui est une botte d'asperges. Et il lui dit tu m'enverras la facture, et Manet lui envoie la facture. Alors il fait une facture de 100, alors c'est 100 francs. Ouais, je pense que c'était des francs à l'époque. Mais... Ouais. Et le collectionneur lui envoie un chèque de 1000 francs. On lui dit, et avec un petit mot en disant vous avez fait une erreur dans votre facture, j'ai corrigé de moi-même, vous aviez oublié un zéro, donc j'ai fait. Et à ce moment-là, Manet va faire une asperge, et il va lui renvoyer le tableau avec une asperge en disant je me suis aperçu que dans la botte d'asperges j'avais oublié une asperge, j'ai corrigé de moi-même en vous envoyant cette asperge oubliée. Et il se trouve que ce tableau, qui est lui aussi à Orsay, a été considéré par Baudelaire comme un des plus beaux tableaux de l'histoire de l'art. Parce que c'est vrai qu'il est tout petit, il est minimal. On voit cette asperge posée sur une nappe blanche, et elle est assez à la fois mystérieuse, elle est minimale, et c'est vrai que c'est une œuvre qui est très belle. Et elle était aussi au Louvre quand il y a eu l'exposition sur la nature morte. La nature morte. Exactement. Là, je voudrais qu'on décadre un peu. Oui. Et qu'on parle en fait du phénomène de la collection, parce que tu y as beaucoup réfléchi, et quand on s'était parlé, tu m'avais dit j'ai ma théorie à moi sur la collection que j'oppose à la consommation. D'ailleurs, à travers ce que tu viens de nous dire, on sent que c'est deux choses pour toi assez antagonistes. Donc je te laisse la parole pour. Pour moi, l'art ne se consomme pas, l'art se partage, et c'est une grande distinction dans la société actuelle, qui est une société consumériste. Et pour moi, une œuvre d'art a cette chose particulière qu'elle répond à un désir et pas à une pulsion. Pour moi, la pulsion est liée à la consommation, et qui est liée à une frustration. Alors que la consommation, l'achat d'une œuvre d'art, c'est quelque chose de totalement différent de la frustration. C'est quelque chose qui remplit, c'est quelque chose qui grandit en plus avec le temps. Alors que généralement, quand on est dans un acte de consommation, on a une pulsion qui est satisfaite immédiatement et qui disparaît aussi immédiatement. Et dans un souci de sobriété, aujourd'hui, quand je me retrouve face à un acte d'achat, j'essaye toujours de me demander est-ce que cet achat est vraiment indispensable. Et quand je suis face à une œuvre d'art, quand j'expliquais tout à l'heure qu'il y a ce frisson, en fait, ce que je mesure, c'est l'indispensable de la possession d'une œuvre d'art. Donc ça, j'aime beaucoup sentir grandir en moi ce désir essentiel de l'achat d'une œuvre d'art. Alors dans ce que tu dis, il y a quelque chose que j'aime bien, qui est de se dire que ça passe pas tout de suite après, mais
je dois souligner que quand je parle avec certains collectionneurs, ils m'expliquent qu'à la minute où ils ont l'objet de leur désir, c'est le désir suivant qui les attire. Donc c'est aussi deux approches de ce que le rôle que remplit la collection. Je pense qu'elles sont assez liées parce que derrière la collection, il y a aussi le fait d'en avoir plusieurs. C'est ça qui implique aussi le statut de collectionneur, c'est qu'un collectionneur, c'est pas quelqu'un qui a qu'une œuvre d'art généralement. Quoi qu'il existe des collectionneurs qui ont très peu d'œuvres d'art, mais pour moi, derrière la collection, il y a aussi cette idée que on va grandir, on va changer avec le temps, et en changeant avec le temps, l'œuvre suivante correspond aussi à un autre moment de sa vie. On est forcément différent, et pareil, je parlais de la bibliothèque tout à l'heure. Un livre qu'on aime beaucoup, on le lit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est jamais le même livre. Et une œuvre d'art, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, il y a des œuvres que j'ai achetées il y a 20 ans, et quand je les re-regarde aujourd'hui, je me dis, ah bah oui, c'est pour ça que je l'avais acheté, en fait. Je le sais aujourd'hui, mais à l'époque, je le savais pas. C'était une intuition que cette œuvre, elle était désirée, mais j'avais pas encore la réponse à ce désir. Oui, puis en plus, toi-même, tu évolues, c'est-à-dire qu'il y a des livres qu'on aime à 20 ans, et à 40, on a envie d'autre chose. Et exactement. Donc, Et après, il y a des œuvres qu'on aime moins pendant un certain temps et qu'on redécouvre très tardivement. Donc c'est aussi ça, la collection, c'est que on sait qu'une œuvre, elle n'est pas condamnée. C'est-à-dire que même si on l'aime plus pendant une période, moi ça m'est arrivé d'avoir des œuvres que je regardais pas pendant 10 ans, et puis tout d'un coup on retombe dessus, on se dit ah bah ouais, finalement elle était bien cette œuvre, je l'aimais un peu moins, mais maintenant je l'aime à nouveau, donc le désir est en train de remonter. Donc ça c'est une notion qui est assez passionnante aussi. Mais sinon j'ai une autre, enfin dans les théories que j'ai, c'est que pour moi la collection a un âge. Enfin, où le collectionneur a un âge. Et c'est un âge qui est pour moi lié à l'enfance ou à l'adolescence. Et quand je vais chez un collectionneur, je me dis, bah tiens, ça c'est une collection de quelqu'un qui a 4 ans, c'est quelqu'un qui a 7 ans, c'est quelqu'un qui a l'âge de raison, c'est une collection d'adolescents, ou au contraire, c'est une collection de jeunes adultes. Et ça me marque vraiment à chaque fois. J'ai notamment en tête 2 collectionneurs. Il y en a un, pour moi, il a une collection d'enfants. Et puis d'ailleurs, quand il en parle, j'ai l'impression qu'il a des yeux d'enfant, ça brille. Et à chaque fois, il m'en parle comme un enfant va acheter des bonbons ou une collection de timbres ou un truc comme ça. Et puis il y en a un autre, je pense que c'est plus une collection d'ados, puisqu'on voit déjà l'éveil de la sexualité, on voit toutes ces questions qui apparaissent à l'adolescence entre la vie, la mort, l'amour. Et voilà. Et j'aime bien cette théorie, comme ça, quand je vois une collection, j'essaie de lui donner cet âge de l'enfance. Et toi, tu as quel âge de collectionneur? Quel est ton âge de collectionneur? Moi, je pense que je suis un enfant de 5-6 ans dans ma collection, parce qu'il y a un plaisir enfantin à avoir ces œuvres. Et en parallèle, mais je pense qu'on en parlera plus tard, j'ai toujours collectionné des choses, mais les choses que je collectionne, c'est des collections d'enfants. Je collectionne les cailloux. Donc les cailloux, on collectionne ça quand on a 5-6 ans. Ah, moi, j'aurais dit que ta collection, elle était un peu plus mûre que ça. Je t'aurais pas donné 5-6 ans à travers ta collection. Ah oui? Non, je t'aurais plutôt donné, plutôt 11-12 ans. Ah, peut-être. De toute façon, Oui, on s'amuse là-dessus, et puis si ça se trouve... en fonction des époques, elle varie aussi. Alors, rien n'est figé dans l'art. Non. Alors ça, s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est ça. Alors maintenant, je vais te poser une question. Y a-t-il un artiste vivant que tu aimerais rencontrer et éventuellement avoir une œuvre? Alors j'y ai un peu réfléchi, il y en a énormément, mais je sais qu'il y en a un qui me fascine depuis toujours, c'est Julian Schnabel. Julian Schnabel, j'ai toujours aimé son travail, j'ai toujours aimé le personnage qu'il était, j'aime beaucoup les films qu'il a fait, et à chaque fois que je vois une œuvre de lui, je ne m'explique pas le désir que j'ai de posséder cette œuvre. Et c'est une peinture qui est assez spéciale, qui est assez presque minimale d'une certaine manière, mais j'ai toujours aimé ces tableaux. Je sais pas, il y a une nonchalance qui me fait envie. Je rêve d'avoir cette nonchalance face au geste pictural, face à l'attitude, et j'aimerais vraiment avoir une œuvre.
Bon, ça vaut très cher, mais j'aimerais très bien vraiment en avoir une, et j'aimerais beaucoup le rencontrer parce que j'adore ses interviews, j'adore ce personnage qu'il est, qui vit en pyjama toute l'année. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui me fascine. Et je suis sensible je l'aurais pas forcément analysé comme ça, mais je trouve que c'est vrai que dans son trait, il y a une forme de nonchalance. C'est vrai. Et donc, un artiste mort. Alors là, j'ai encore plus de pouvoir avec ma baguette magique. C'est carrément une baguette magique incroyable. Là, il y en a encore plus, hein, mais pareil, j'ai réfléchi à la question, et les 2 voire 3 qui me fascineraient, c'est alors on va dire c'est Vermeer, parce que La jeune fille à la perle, c'est un tableau qui me fascine et j'aimerais bien qu'il me dise qui c'est. Pourquoi donc j'aurais pas mal de questions à lui poser. Courbet aussi, quelqu'un qui me fascine, un peu comme Schnabel, c'est-à-dire que j'aime autant le personnage que la peinture. Mais celui que je mettrais en tête, c'est Claude Monet. D'une part parce que je suis fasciné par son travail. Les Nymphéas, pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'art. C'est une œuvre que je vais voir très très régulièrement. Je pense que je la comprendrai vraiment le jour où j'aurai l'âge que Monet avait quand il l'a fait. Et j'aurais rêvé d'être invité à déjeuner à Giverny, arriver à 10h, regarder l'atelier. Je sais qu'à 11h30, il fallait passer à table. C'était un très bon vivant, donc généralement on mangeait bien à sa table. Et puis après, l'accompagner dans les jardins, discuter avec lui, avec Clémenceau. Je pense que je me projette très bien dans cette idée-là. Bah, c'est marrant parce que quand je suis arrivée, la première chose que j'ai vue, c'était l'image de ton atelier qui se superposait à cette photo qui est très connue de Monet dans son atelier. Ouais. Et vraiment, ça, j'ai failli te le dire, puis c'est amusant que ouais, voilà. Donc, ça. Je revendique la filiation, vraiment. Alors, comme à chaque épisode, j'ai évidemment choisi une citation à laquelle te faire réagir. Cette fois-ci, j'ai pris une citation de l'œuvre de référence de Maurice Reims, grand commissaire-priseur. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit « Le collectionneur et l'amateur sont peut-être des artistes créateurs qui, n'ayant pas, ou pensant ne pas avoir la possibilité de s'exprimer plastiquement, donnent libre cours à leurs besoins émotionnels à travers les œuvres qu'ils ont choisies. » Et c'est assez amusant parce que il y a 2 épisodes, Catherine Charrier m'a dit que c'était exactement à ce besoin-là que correspondait sa collection. Mais alors toi, Olivier, tu n'as pas le besoin émotionnel de t'exprimer plastiquement puisque c'est ce que tu fais, tu as choisi que ta vie, elle était dédiée à ça. Donc, à ton avis, à quel besoin ça correspond, cette collection ? Alors déjà, je valide à 100% cette phrase parce que je suis persuadé que ce qui lie de façon aussi intime le collectionneur et l'artiste, c'est ce lien qui est décrit dans cette phrase. C'est-à-dire que pour moi, le collectionneur est lui aussi un artiste. Et c'est un artiste qui va, au lieu d'utiliser les couleurs, les pinceaux pour créer, va utiliser les œuvres d'artistes existants. Et toutes les collections que je connais ont une cohérence de la même manière que le parcours d'un artiste a une cohérence. Et j'aime beaucoup voir mes œuvres dans une collection parce que elles m'apportent ce regard-là d'un autre artiste. Et il y a souvent tout d'un coup une interrogation en se disant tiens, c'est bizarre, je pensais pas rentrer dans cette collection, et en rentrant dans cette collection, le collectionneur éclaire mon travail d'un nouveau jour. Et c'est en cela que l'échange entre l'artiste et le collectionneur est à la fois précieux, mais on parle le même langage. Et ça, on se comprend presque sans parler, parce que tout d'un coup, il rentre dans l'atelier, il va sélectionner quelques tableaux, et puis tout d'un coup, il y en a un qui le marque, et on sent que là, c'est son âme d'artiste qui est en train de parler, en disant « je veux posséder ça comme de la même manière, moi je veux posséder une couleur, je veux posséder une lumière dans un tableau », et il y a ce besoin vital de création. Parce que la création, c'est une force vitale, en fait. Et je pense que le collectionneur et l'artiste se reconnaissent là-dessus. Ensuite, pourquoi moi je collectionne alors que je suis créateur ? Eh ben, pour une raison très simple, c'est que il y a plein d'écritures de peinture, il y a plein de manières de peindre, et il y a des manières que je n'aurai jamais,
et je suis fasciné par des écritures de peintres. Si je prends l'exemple, par exemple, de Sergueï Kononov, c'est une peinture que j'adore, mais que je serais incapable de faire. Et je me dis, plutôt que d'essayer de copier Sergueï Kononov, je vais acheter ou posséder un Sergueï Kononov, comme ça, j'œuvre aussi d'une certaine manière dans ma collection en ayant ce tableau. Passionnant. Et justement, alors, si tu n'étais pas artiste, la bêtise de ma question m'émeut, mais quand même, si tu n'étais pas artiste, comment tu te projetterais et quelle autre collection tu pourrais envisager de faire ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais collectionneur, c'est presque un atavisme. On peut pas s'en empêcher. Et la plupart des collectionneurs que je connaisse, ils ont d'autres collections. Il y en a qui collectionnent des livres anciens, il y en a qui collectionnent des papillons, il y en a qui collectionnent, je sais pas, plein de choses. Et moi, j'ai souvent collectionné des papillons. C'était une passion que j'avais petit. J'ai une passion pour la pêche à la mouche, donc je collectionnais les moulinets de pêche, je collectionnais les boîtes de mouches, et la collection que j'ai, qui est un peu secrète, mais bon, j'en parle sans problème, c'est la collection de cailloux. Dans mes voyages, j'ai une passion pour les rivières, et quand je passe un bon moment sur une rivière, généralement je choisis un galet qui me plaît et je le garde, et quand je rentre, je mets le nom de la rivière sur le galet, et ensuite je la mets dans un aquarium, et le galet a un truc un peu vivant, c'est-à-dire que quand on le sort de la rivière, forcément il sèche et il perd son côté attractif, et il suffit qu'on replonge le galet dans l'eau pour qu'on sache pourquoi on l'a collectionné. Donc il y a quelque chose d'assez fort, et comme chacun de ces galets a associé à un moment de ma vie particulier, à un souvenir qui est très beau, de contemplation ou de moments en connexion avec la nature, il y a un petit projet derrière ça. Alors je sais pas s'il est rigolo ou pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de peintres qui pensent à ce sujet-là. C'est que le jour où je serai mort, ça sera ma pierre tombale sera constituée de tous ces galets. Voilà. Je connaissais pas ce projet. Il est dans un autre registre, mais pourquoi pas. Alors, on se rapproche de la fin de l'entretien, et déjà tu n'échapperas pas à mes deux questions, mais qui peuvent prendre du temps. Oui. Surtout la première. La première, c'est évidemment, quelle œuvre emporterais-tu sur une île déserte ? De la collection. De ma collection ou Oui, de ta collection. Oui. Ouais. J'ai beaucoup pensé à cette question et je me suis dit laquelle j'emporterais. Alors il y en a plein qui me viennent à l'idée. Alors déjà, je pense que ça serait une œuvre petite. Parce que j'aime bien aussi l'idée d'avoir une œuvre que je peux avoir sur moi, que je peux déplacer, que je peux emporter. Donc à un moment je me suis dit tiens, pourquoi j'emmènerais pas la sculpture de Lionel Sabaté, parce que c'est un oiseau, c'est une sculpture, ça peut être un totem, et sur une île déserte comme ça c'est mon totem, et puis je viendrai prier, me recueillir devant ce totem, devant cet oiseau que j'aime beaucoup. En plus, il est en bronze, donc je me dis ça sur une île déserte ça va être costaud, et puis si un jour j'ai besoin d'un outil, il peut aussi me servir d'outil. Parce qu'il est costaud, cette sculpture. Et puis, après, je me suis dit, non, mais j'aime bien aussi l'huile sur bois de Julien Benetton, mais comme on en a déjà parlé, il faut que j'en choisisse une autre. Et en regardant là vite fait le mur, il y a un petit dessin de Damien Cadio qui représente un cœur. Et je me dis, tiens, ça peut être pas mal, ça, sur une île déserte, de se questionner sur ce cœur, qui est à la fois un cœur, on va dire, biologique, qui est de la chair, qui est peint au crayon à papier, et ça peut être une forme aussi de miroir, de vanité. Donc sur une île déserte, pour se questionner face à soi-même, ça peut être pas mal d'avoir un cœur. Top. Tu l'avais changé contre quoi, ce dessin de Damien Cadio ? Et je l'avais acheté. Tu l'avais acheté ? Je l'avais acheté dans une exposition qui était assez chouette, où on devait tous faire des petites œuvres sur papier. Et quand je suis rentré au vernissage sur l'expo, je suis tombé dessus et je suis directement allé voir la galerie en disant non mais ça c'est pour moi. Donc je la prends.
Mais j'aurais pu craquer aussi. Et en plus, elle est toute seule sur son pan de mur à côté de... Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Je croyais que c'était celle-là. Ça, c'est le chœur de Richard Di Rosa. Ah oui, Di Rosa. Le chœur de Damien Cadio, il est de l'autre côté de l'atelier. C'est un tout petit dessin, mais qui est très très beau. Je regarderai tout à l'heure. J'aime beaucoup le travail de Damien. Je trouve que c'est un très bon peintre et à chaque fois dans ses sujets, il y a une petite chose qui crée ce désir et cette fascination, même si des fois le sujet est pas évident, parce que bon, un cœur comme ça, ça peut être dérangeant, mais je trouve qu'il est très attachant. J'ai hâte d'aller le regarder. Et puis, parce que ma galerie s'appelle Quand les fleurs nous sauvent, donc quelle est ta fleur préférée ? Alors, ma fleur préférée, c'est la fleur de bruyère. Ah, génial. Parce que j'ai grandi en Corrèze. La bruyère, c'est ce qu'on trouve sur le plateau de Millevaches. J'adore sa couleur. J'adore la couleur à la fois de la fleur et la couleur de la plante. Et c'est une plante qu'on retrouve aussi un peu en Écosse. On la retrouve en Nouvelle-Zélande. J'aime beaucoup aussi le chardon. Parce qu'elle a à peu près la même couleur. D'ailleurs, il y en a dans l'atelier là qui sont en train de sécher des chardons. Mais voilà, c'est la fleur de bruyère. Génial. Au moins, tu es sûr que personne d'autre ne va dire cette fleur-là, parce que parfois, j'ai un peu une récurrence sur une certaine fleur que je ne dirais pas, mais celle-là, elle est tout à fait étonnante. Et en effet, moi, je l'aime beaucoup aussi, mais elle est dans la forêt de Fontainebleau, par exemple, il y en a énormément, et elle a plein de variétés, de subtilités dans la couleur. Elle est violette, mais elle peut partir du bleu et aller jusqu'au rouge. Et moi, c'est une couleur qui me fascine aussi dans mes peintures, cette espèce de nuance de violet. Donc, je sais que je l'utilise beaucoup. Et pour revenir, alors c'est pas forcément facile à énoncer, mais tu dirais que ça joue ou que ça a joué quel rôle dans ta vie, cette collection ? Quand je la regarde rétrospectivement, elle marque des étapes de ma vie. Elle est associée à beaucoup de souvenirs. Et puis en même temps, c'est une projection sur ma vie future. Parce que je sais que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des tableaux que j'ai regardés différemment, qui ont changé mon regard. Et donc je me dis, c'est vivant, une œuvre d'art. Donc c'est possible qu'elle change à nouveau mon regard. Donc c'est à la fois une nostalgie du passé et un pari sur le futur. Donc ça a un rôle qui pour moi est très important. Il y a à la fois le fait qu'elle soit accrochée dans l'atelier, donc les œuvres me regardent. C'est des œuvres qui m'accompagnent tous les jours dans le travail de peinture. Et puis il y a c'est presque une façon de mesurer le temps de sa vie, une collection. Parce que effectivement, en fait, je savais pas que j'avais 250 œuvres avant qu'on fasse le podcast, mais comme je sais que je les répertorie, j'essaye de faire en sorte que tout soit un peu classé, que j'ai les photos. On avait regardé avec mon équipe pour le podcast pour que je choisisse, et puis tout d'un coup, j'ai dit il y en a combien, et on m'a dit il y en a 260, je crois. Je me suis dit, ah oui, quand même 260, ça... je pensais pas que j'en avais autant, et je me suis dit oui, il y a ce besoin de répondre à son désir d'avoir une œuvre d'art. Et tu dirais que c'est rassurant, ou parce que quand tu dis elle me regarde quand je peins et tout, j'ai l'impression même qu'il y a une part de plutôt presque de challenge, de défi, alors que souvent il y a ce côté rassurant, mais là toi j'ai l'impression que c'est plus équilibré, c'est plus... Ah oui, parce que en étant peintre moi-même, il y a des œuvres que j'ai où je me dis, mais là, il a été super fort en faisant ça. Donc voilà, c'est le niveau d'exigence qu'on a dans une œuvre d'art. Et on en parle souvent entre artistes, à quel moment on termine un tableau, à quel moment un tableau est réussi, à quel moment on a fait une œuvre qui est chouette. Et le fait d'avoir tous ces tableaux autour de moi que j'estime, où je me dis là ils ont été chacune très très fort dans la réalisation du tableau, ça fixe le niveau d'exigence que chaque artiste a vis-à-vis de son œuvre. Donc en fait la collection pour moi c'est aussi ça, quoi, c'est de se dire voilà, nous on a tous l'ambition du chef-d'œuvre chevillé en nous, et quand je suis dans l'atelier avec ces œuvres, je me dis voilà, ils me fixent ce degré d'exigence là, et je dois avoir ce degré d'exigence là vis-à-vis de moi-même. Eh bien écoute,
je te remercie. Je ne sais pas l'effet que ça fera à ceux qui nous écoutent, mais moi, ça m'a fait un effet vraiment très émouvant et surtout très nouveau, parce que je pense que ta vision d'artiste et le rôle que ça a dans ta vie est très 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 particulier. Et puis, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui peuvent l'exprimer autant, aussi bien. Donc, je te remercie du fond du cœur pour ce moment. Beaucoup. Merci. Je suis ravie de cette rencontre. Bah, moi aussi. Ah, j'ai pas répondu à la dernière œuvre que j'ai achetée, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ah ben j'adore. Vas-y, c'est notre bonus track. Yes. C'est le bonus track, exactement. C'est une œuvre de Sakiko Nomura. C'était à Paris Photo, là au mois de c'était octobre-novembre, Paris Photo. Et je déambulais. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allé à Paris Photo et tout d'un coup, je me suis aperçu que le numérique avait un peu envahi la photographie et j'en étais un peu triste. Mais à chaque fois que je m'arrêtais devant une photo, c'était souvent de l'argentique et souvent, c'était des photographes femmes et japonaises. Et tout d'un coup, je suis tombé face à une photo, c'était à la galerie Eco 219 et je suis littéralement tombé amoureux de cette photo. Et là, je me suis dit, il y a pas le choix, faut que je demande le prix. Donc, il y a un petit moment de frisson parce qu'on se dit, oula, je vais me mettre dans une position délicate. Et en fait, le prix correspondait à ce que je pouvais y mettre. Et j'attends cette œuvre depuis, parce que je l'ai pas encore, parce elle est tirée en 5 exemplaires. Donc, moi, j'ai le numéro 4. Donc, le tirage est en cours, plus l'encadrement. Donc, tu peux nous la décrire? Oui, c'est 2 photos. C'est une artiste qui souvent utilise 2 photos pour faire une œuvre, 2 photos différentes. Et il y en a une où on pourrait lire les toits d'une ville. C'est des photos noir et blanc, argentiques. Et de l'autre côté, c'est une femme qui est allongée sur un canapé et on voit que son visage. Et alors, j'arrive plus à me souvenir si elle a les yeux ouverts ou fermés. Parce que c'est aussi ça qui est magique dans une œuvre, c'est que tout d'un coup on en perd le souvenir de la description, mais on a l'émotion, on sait ce qu'on a ressenti. Et je sais qu'elle a une présence. Et quand je me suis retrouvé face à cette photo, je voulais être avec cette personne sur ce canapé. Donc je me disais, je ne veux pas la laisser partir. C'est chose faite, elle va te rejoindre très bientôt. Je suis impatient. J'avais même fait un mail la semaine dernière en disant elle est où, quand est-ce que je la reçois. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit plus. Vous êtes un collectionneur. Si ce podcast vous a plu, vous intéresse, vous vous abonnez, ce serait chouette. Vous en parlez autour de vous. Voilà, merci, à bientôt.